Est-ce que vous vous êtes souvent posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être productif? Pourquoi malgré tous nos efforts, nos journées semblent échapper à notre contrôle? Le manque de productivité, laissez-moi vous dire mes amis, c'est pas un problème de capacité. C'est pas que vous n'êtes pas capable de. C'est un problème de focus, de vision et de croyance intérieure. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi est-ce que tu es bloqué, pourquoi est-ce que tes résultats ne sont pas bons, pourquoi ta vie ne produit pas beaucoup de fruits. Et surtout, je vais te donner quelques astuces sur comment faire pour pouvoir t'en sortir avec des actions concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Reste avec moi jusqu'à la fin et je peux te garantir que tu sortiras de cette session avec un mental complètement renouvelé. Si cette vidéo à la fin te fait plaisir et que ça t'aide, écoute, mets juste un pouce pour liker, juste pour encourager l'équipe qui travaille derrière. Et si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, ne garde pas ça pour toi parce que notre objectif, c'est de toucher le maximum de personnes et de démocratiser la connaissance. Laissez-moi vous partager donc sans plus tarder 3 causes qui font qu'on manque de productivité. 3 causes qui font qu'on manque de productivité. Et la première cause, c'est simplement le niveau d'attention qui est en chute libre aujourd'hui. Aujourd'hui, l'attention est devenue une ressource rare. Entre les notifications sur nos téléphones, les réseaux sociaux qui nous bombardent de toutes parts, les distractions numériques qui prennent notre temps, notre cerveau est constamment bombardé chaque seconde avec une nouvelle information. Résultat des courses, c'est impossible de se concentrer en profondeur. Impossible d'entrer dans un état de focus total où on est concentré, où on peut vraiment produire des choses exceptionnelles. Il y a une étude de Microsoft qui a révélé que la capacité d'attention moyenne de l'homme est passée de 12 secondes à l'an 2000 à seulement 8 secondes en 2013. Nous sommes en 2025. Déjà de 2000 à 2013, il y avait déjà une diminution de 33%. Faites juste une corrélation et voyez qu'aujourd'hui, c'est terrible. Cette baisse a été largement attribuée à l'usage intensif des technologies numériques et des réseaux sociaux. Et il y a une étude qui a été menée par des chercheurs de l'université de Ludwig Maximilians à Munich qui a examiné l'effet des vidéos courtes. Donc, vous prenez les vidéos comme celles que vous avez sur TikTok, sur l'effet de ces vidéos-là sur la mémoire prospective, c'est-à-dire la capacité à se souvenir d'exécuter une intention à l'avenir. Les participants ont donc été exposés à des vidéos courtes et cela a montré. En fait, les participants qui ont été exposés à ces vidéos courtes ont montré une performance significativement réduite dans ces tâches-là. Ces tâches qui nécessitaient de se souvenir des actions qu'elles avaient déjà planifiées comparativement à ceux qui n'étaient pas exposés à ces vidéos. Cela suggère simplement que lorsque nous consommons constamment des contenus courts comme des vidéos qu'on a sur TikTok, cela peut nuire à notre capacité à nous souvenir des intentions, des choses qu'on doit faire et à les exécuter plus tard. Vous voyez, on n'est pas en train de parler de choses de l'esprit. Ce sont des faits, ce sont des études. Regardez autour de vous ou bien regarde autour de toi. Combien de personnes aujourd'hui arrivent à lire un livre sans vérifier leur téléphone? C'est-à-dire que vous leur donnez un article, vous leur donnez un livre et vous leur dites « lisez ce livre ». Elles vont commencer, quelques minutes après, elles vont décrocher pour voir est-ce que quelqu'un ne m'a pas laissé un message, est-ce que ceci, est-ce que cela. Deuxième chose, combien de personnes peuvent vraiment rester concentrées sur une tâche pendant plus de 30 minutes? Vous-même, posez-vous la question. La dernière fois que vous êtes resté concentré pendant 30 minutes en train de faire une seule chose, la réponse est très peu. Très peu de personnes aujourd'hui ont un bon niveau de concentration et c'est un véritable problème par rapport à votre niveau de productivité. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez résoudre ce problème, apprenez à redéfinir votre espace de vie et votre espace de travail. Vous savez, j'ai mon téléphone ici, mais sur mon téléphone, vous n'avez quasiment aucune notification. Vous n'avez aucune notification de WhatsApp, de TikTok, de YouTube, de toutes ces choses. Aucune notification. Les seules notifications que vous allez avoir sur mon téléphone, ce sont des notifications d'appel et puis des notifications de SMS. Alors, le SMS, c'est tellement vieux jeu que je me dis qu'aujourd'hui, si quelqu'un m'envoie un SMS, c'est que c'est vraiment urgent parce que tout le monde utilise d'autres applications pour pouvoir communiquer. Je n'ai que ces 2 notifications sur mon téléphone.
Donc, quand vous me voyez répondre à un de vos messages sur WhatsApp, c'est que j'ai décidé volontairement de me rendre sur WhatsApp pour y répondre, mais ce n'est pas que quelqu'un m'a dérangé ou quelqu'un m'a sollicité et que j'ai répondu. Non. Il y a tellement de notifications non nécessaires. Regardez toutes les notifications qui viennent des applications comme TikTok. Constamment, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Des notifications qui viennent de LinkedIn, des notifications qui viennent de Facebook, qui viennent de Instagram, qui viennent de je ne sais. Même vos emails vous envoient des notifications. Toutes ces notifications-là, écoutez, elles ne servent pas. Elles ne servent qu'à une seule chose, vous déconcentrer et vous rendre moins productif. La deuxième chose que vous pouvez faire, apprenez à garder votre téléphone loin de vous lorsque vous êtes dans des moments de forte concentration. Il y a des moments qui sont des moments de productivité où vous devez produire quelque chose, vous devez réfléchir, vous devez être créatif. En ces moments-là, mais les amis, déposez le téléphone de côté. Laissez le téléphone de côté. J'ai un de mes mentors qui disait que les urgences, c'est à l'hôpital. Donc, laissez votre téléphone de côté, juste 30 minutes, concentrez-vous et travaillez. La troisième chose que vous pouvez faire, et mettez c'est la technique qu'on appelle le deep work. Hein. Faites des rubriques en fait, de 30 à 45 minutes où vous travaillez, pendant 30 à 45 minutes, vous travaillez sur un sujet sans interruption. Vous ne laissez rien vous distraire. Si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que petit à petit, vous allez commencer à retrouver en fait une bonne partie de votre attention. Et il y a beaucoup d'autres exercices que vous pouvez faire. La méditation, par exemple, la prière, c'est-à-dire rester concentré en prière, par exemple, pendant un moment, à prier pour un seul sujet. C'est important. La méditation, vous restez sur un seul sujet, à réfléchir, à penser au seul et même sujet, c'est important. Tout ce qui va vous aider, en fait, à faire converger toutes vos pensées sur une seule chose pendant un long moment de temps est très bon pour travailler votre attention. Et pendant que je parle, en fait, je me souviens d'une expérience que vous connaissez ou que beaucoup de personnes connaissent. Vous prenez le soleil qui vient frapper sur une lentille, par exemple. Bon, prenons même la peau. Vous prenez votre peau, vous la mettez au soleil, les rayons de soleil viennent frapper la peau. C'est chaud, mais c'est tout. Mais si vous prenez une lentille convergente, et que vous mettez la lentille convergente à un certain niveau et que vous faites converger tous les rayons de lumière qui passent dans la loupe, en fait, et que ça arrive à un seul point sur la peau, si vous laissez ça comme ça pendant un moment, votre peau va brûler. Si c'est du papier, le papier va prendre feu. C'est-à-dire que quand vous concentrez toute la puissance des rayons en un seul endroit, cela crée en fait le déclic et le boom. Pourquoi est-ce que je vous partage cette expérience ? Est-ce que vous savez que les scientifiques ont démontré que l'homme a environ 60 000 à 90 000 pensées par jour? Voyez ces 60 000 à 90 000 pensées par jour comme des rayons de soleil, c'est-à-dire que chaque pensée va dans sa direction. Donc, si ces pensées sont éparpillées, mais écoutez, vous n'aurez pas de résultats concrets. Vous allez avoir une vie qui ballotte. C'est aussi simple que ça. Imaginez que vous arrivez à concentrer la puissance de toutes ces idées-là sur une seule direction. Boum, vous créez en fait le déclic. Donc, c'est ça. Vous devez travailler à reconquérir, je dis reconquérir votre niveau d'attention. Tout ce qui vous distrait autour de vous n'est que perte de temps. La deuxième chose qui vous empêche aujourd'hui de pouvoir être une personne productive, c'est ce que je vais appeler simplement la dévalorisation de soi. La dévalorisation de soi. C'est l'incapacité qu'on a à se voir accomplir de grandes choses. Vous savez, beaucoup aujourd'hui ont une vie qui ne produit rien de grand. C'est-à-dire des choses banales. Ce sont des choses que tout le monde peut faire. Vous savez pourquoi? Une des raisons, c'est que naturellement, ces personnes ne se voient pas capables de produire quelque chose de grand. Et ça se passe... en fait, le mal est profond, c'est ancré profond. C'est un vrai problème d'identité. Parce que si tu ne te vois pas comme quelqu'un de productif, quelqu'un qui peut faire de grandes choses, alors qu'est-ce que tu vas faire? Il ne va te rester que de faire des choses ordinaires. Quand tu te lances dans un projet, quelle est ta première pensée? Est-ce que tu te dis, écoute, ce projet, je vais le mener jusqu'au bout? Ou bien est-ce que tu te dis, je ne suis pas sûr de réussir. Et que ce soit, je vais aller au bout. Ou je ne suis pas sûr de réussir. C'est cette pensée qui va déterminer ton niveau d'exécution. Et il y a une étude qui a été menée auprès de certains étudiants universitaires au Nigeria. Et cette étude a révélé une corrélation positive significative entre l'estime de soi et la motivation à l'accomplissement. Donc, estime de soi, c'est-à-dire la valeur qu'on s'attribue à soi-même, et la motivation, c'est l'engagement qu'on a à l'accomplissement.
Et le coefficient de corrélation, c'est vrai, c'est très scientifique, était de 0,34, hein, avec le P de probabilité ici qui est inférieur à 0,05. OK, je vous embête un peu avec les cours de statistiques. Ça veut simplement dire une seule chose. Ça veut dire qu'il y a une forte corrélation entre le fait que les individus qui ont une estime de soi élevée sont plus motivés à atteindre leurs objectifs personnels et leurs objectifs académiques. Donc, si vous n'avez pas une bonne estime de vous, vous ne vous voyez pas comme quelqu'un de grand, de fort, de beau, qui peut faire des choses exceptionnelles, vous allez simplement tourner en rond. Et ça, c'est un véritable problème. C'est pas que les gens n'ont pas envie de faire de grandes choses, mais dans leur esprit, ils ne se voient même pas capables de faire ce genre de choses. La solution que je vous propose, l'une des solutions, c'est simplement la première solution, hein, ou bien la solution globale, moi je pense, c'est de se reconnecter à son identité. Et il y a plusieurs façons de se reconnecter à son identité. La première chose, c'est déjà d'étudier son histoire et celle de ceux qui nous ont précédés. Étudier son histoire et celle de ceux qui nous ont précédés. Et peut-être que sur cette partie, je vais faire un petit clin d'œil à la jeunesse africaine qui me suit et qui regarde cette vidéo. Est-ce que vous avez déjà pris un moment pour étudier l'histoire de ceux qui vous ont précédés? Je ne parle pas des histoires déformées qu'on nous a racontées, voilà, de l'histoire que les autres ont écrite. Non, je parle de la vraie histoire, les faits. Parce que, laissez-moi vous dire, l'histoire se base sur les faits et il y a une chose que j'aime dans l'histoire, c'est que les faits sont têtus. On ne peut pas travestir les faits sont les faits. Vous savez, beaucoup se plaignent aujourd'hui de la colonisation, voilà, on nous a fait ci, on nous a fait ça. Mais remontons en fait avant la colonisation. C'était quoi l'Afrique? L'Afrique, c'était un continent de royaume, c'était un continent d'empire, c'était un continent de civilisation puissante. On peut voir par exemple l'empire du Mali, 1235-1600. À son apogée, l'empire du Mali était l'un des plus riches du monde. Vous avez probablement entendu parler de l'histoire de son dirigeant, Mansa Moussa, qui est considéré comme l'un des hommes les plus riches de l'histoire aujourd'hui. C'était quelqu'un dont on disait que l'or en fait traînait en fait. Quand il est arrivé, même à la Mecque pour l'histoire, on a dit qu'il avait tellement d'or avec lui qu'il a fait chuter le prix de l'or en fait sur toutes les villes où il passait. Qu'est-ce que cela te montre? Cela te montre que tes ancêtres n'étaient pas pauvres, ce n'étaient pas des soumis, c'était des gens aussi qui avaient appris à régner. Ensuite, il y a l'Empire Ashanti, 1670, 1902. Les Ashanti au Ghana actuel, ils ont construit un empire qui était basé sur le commerce, l'organisation militaire, le développement économique. Ils ont mis en place un système de gouvernement complexe avec des institutions structurées et un commerce qui était florissant. Ils ont même résisté à plusieurs tentatives de colonisation britannique pendant plus d'un siècle. Est-ce que vous savez ça? Qu'est-ce que ça vous révèle? Vos ancêtres, vos devanciers n'étaient pas juste des spectateurs, c'était des acteurs de leur propre histoire. Ils ont bâti, ils ont résisté et ils ont prospéré. Mais il n'y a pas que ces deux empires. Il y a eu l'empire du Mono Motapa, qui est situé aujourd'hui dans l'actuel Zimbabwe et Mozambique. Cet empire était célèbre pour ses mines d'or et ses échanges commerciaux avec l'Inde et la Chine, bien avant l'arrivée des Européens. Les structures du Grand Zimbabwe, des forteresses, des pierres construites sans mortier, témoignent que ces personnes-là avaient une maîtrise architecturale avancée. Je ne veux même pas remonter à l'Égypte ancienne avec ses pyramides et toute sa science qui jusqu'à aujourd'hui reste incomprise même pour les chercheurs les plus avancés. Qu'est-ce que cela prouve? L'Afrique n'a pas été ou n'était pas un continent sous-développé. L'Afrique était un continent de richesse et de puissance économique. Et pourquoi est-ce que je vous raconte ces choses? Parce que si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne saurez jamais où vous allez. On vit comme des personnes qui n'ont pas d'origine, qui n'ont pas d'histoire. Les autres civilisations avancent parce qu'elles s'appuient sur leur histoire pour bâtir leur futur. Nous, on ne veut pas apprendre notre histoire, on préfère s'amuser, jouer. Quand on connaît l'histoire des personnes comme Mansa Moussa, on comprend que l'abondance est dans notre ADN. Quand on découvre la résistance des Ashanti, on réalise que la soumission n'a jamais été notre destinée. Quand on voit les grandes constructions du Grand Zimbabwe et de l'Égypte, on comprend que l'innovation et l'ingénierie ne sont pas des concepts nouveaux pour nous. Étudier son histoire, c'est se reconnecter à sa puissance. Ce n'est pas juste le savoir, mais c'est le pouvoir. Le pouvoir de marcher avec assurance, le pouvoir de refuser le chèque, le pouvoir de bâtir un avenir qui honore nos pères. Parce que nos pères n'étaient pas des faibles.
Et s'ils n'étaient pas des faibles, alors pourquoi devrions-nous être faibles aujourd'hui? Et je pense que c'est une bonne saison favorable pour la jeunesse africaine de se lever, pas pour aller dans la rue. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas pour descendre dans les rues et faire des bêtises. Il faut se retrouver sur l'échiquier de la connaissance. La connaissance. Parce que c'est la connaissance qui nous libérera. C'est la connaissance qui nous rendra libres. La connaissance de qui nous sommes, la connaissance de d'où nous venons et la connaissance de ce que nous pouvons faire. Étudier l'histoire de nos ancêtres, cela nous rend plus grands et nous pousse à rêver plus fort en prouvant que l'héritage qu'ils nous ont laissé n'est pas un héritage qui s'est éteint ou qui s'est perdu. La deuxième chose, quand vous étudiez l'histoire, la deuxième chose, c'est la connaissance de son identité. Une chose est d'étudier l'histoire, une autre chose est la connaissance de son identité. Et je veux te rappeler une vérité, toi qui m'écoutes en ce moment. Tu ne vivras jamais au-delà de l'image que tu as de toi-même. Tu ne vivras jamais au-delà de l'image que tu as de toi-même aujourd'hui. Point. Si tu te vois petit, tu produiras petit. Si tu te vois limité, tu produiras illimité. Si tu te vois grand, tu produiras grand. Si tu te vois illimité, tu produiras illimité. Et vous savez, moi je pense que le meilleur livre de croissance personnelle, le meilleur livre de développement personnel que vous allez pouvoir trouver, c'est la Bible. Et il y a un verset dans la Bible que j'aime vraiment qui dit, Proverbe 27, verset 3, qui dit « Car il est telles sont les pensées de son âme. Il est telles sont les pensées de son âme. » Tu es telles sont les pensées de ton âme. Les pensées de ton âme définissent ton identité. Si tu changes ton identité intérieure, tu vas voir que ton niveau de productivité extérieure va changer. Il y a beaucoup d'autres textes qui sont intéressants. Je suis capable parce que celui qui est en moi est capable, qui s'appuie par exemple sur un texte qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu crois que tu peux tout par celui qui te fortifie? Vous savez, souvent vous nous regardez, les personnes qui sont assises derrière la caméra, qui parlent comme des personnes un peu exceptionnelles, extraordinaires. Laissez-moi vous dire la vérité. On a autant de challenges que vous. Peut-être même plus de challenges que vous. Mais le problème, c'est que nous avons compris une vérité, c'est que celui qui découvre la vérité, qui marche avec la vérité, ne peut pas échouer. Et quand je crois que je suis capable par celui qui me fortifie, et que je crois que Dieu m'aime, et qu'il m'a donné la vie en abondance, et qu'il me dit que celui qui est en moi me fortifie, me rend capable de faire tout, mais pourquoi est-ce que tu veux que je baisse mes standards? Pourquoi est-ce que tu veux que je recule devant l'adversité? Pourquoi est-ce que tu veux que je freine face au challenge, au défi? C'est impossible. Je dois accélérer, non pas par mes forces, non pas par mes compétences, non pas par ma sagesse ou mon intelligence, mais parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui me guide et qui me dirige, qui est beaucoup plus grand. Donc je connais l'histoire de mes ancêtres, je connais l'histoire des personnes qui m'ont précédé, mais je ne m'arrête pas là. Je connais également l'histoire de celui qui m'a sauvé, qui m'a donné sa vie, qui fait de moi un Dieu sur terre. La troisième chose que vous pouvez faire pour vous reconnecter à votre identité, c'est de simplement pratiquer encore et encore et encore ces deux choses que je viens de vous partager. Et je vais vous partager le dernier point, qui pour moi en fait est l'une des causes du manque de productivité, c'est l'absence de rêve audacieux pour sa vie. Beaucoup vivent dans le confort de l'ordinaire, c'est-à-dire que les choses ordinaires leur plaisent. Ils veulent rien d'exceptionnel, ils n'ont pas de grande vision, pas de rêve de grandeur. Ils aiment la routine, ou bien ils se sont emprisonnés dans la routine. Et laissez-moi vous dire, le manque de productivité, ce n'est pas un simple manque de discipline, ce n'est pas la conséquence d'un simple manque de discipline. Il y a également un gros manque de vision derrière. Alors, posez-vous la question de savoir, qu'est-ce que je veux pouvoir accomplir dans 10 ans? Regardez votre âge. Vous avez 20 ans aujourd'hui? Où est-ce que vous voulez vous retrouver à 30 ans? Vous avez 30 ans aujourd'hui? Où est-ce que vous voulez vous retrouver à 40 ans? Vous avez 40 ans aujourd'hui? Où est-ce que vous voulez vous retrouver à 50 ans? Voilà le type de questions qu'il faut se poser. Et je suis sûr que ce type de questions, si je vous les pose tout de suite, plusieurs ne savent même pas par quoi répondre. Et même quand certains arrivent à y répondre, beaucoup vous diront, je ne sais pas par quoi commencer. Alors, amusons-nous à pratiquer, parce que je crois que l'action finit par transformer toute chose. Sélectionnez un objectif audacieux. Choisissez exceptionnellement un objectif qui vous fait peur depuis longtemps. Quelque chose que vous voulez faire depuis, que vous n'arrivez pas à faire. Vous voulez peut-être lancer une entreprise,
vous voulez peut-être créer un produit, vous voulez lancer un service, peu importe. Mais choisissez un objectif qui vous fait peur depuis longtemps. Deuxième chose, accordez-lui toute votre énergie pendant les 30 prochains jours. Ne vous dispersez pas. Mettez toute votre attention sur cette chose. Un seul focus, une seule cible. Faites ça et voyez comment est-ce que vous allez voir que vos vies vont passer à un tout autre niveau. Alors, je vais terminer cette vidéo en vous disant, ne vous battez pas pour faire des bons spectaculaires dans la vie. Ne vous battez pas pour faire des choses grandioses en une seule fois. Non. Appliquez le pouvoir de l'effet cumulé. Devenez meilleur 1% de plus chaque jour. 1%. Améliorez juste 1% de plus chaque jour. Et vous verrez qu'en un an, vous aurez fait des choses exceptionnelles dans vos vies. Je veux m'arrêter là aujourd'hui. Je veux simplement vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager cette vidéo avec vous. La productivité est un choix. Ce n'est pas le hasard. À partir d'aujourd'hui, c'est vous qui devez choisir quel est le niveau de productivité que vous voulez avoir. Ne laissez plus votre potentiel s'endormir. Maîtrisez votre attention, construisez votre vision et produisez ce que vous pensiez impossible. Si cette vidéo vous a fait du bien, likez-la. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, partagez-la. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir mes amis.